Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Il y a 4 ans, lorsque ma mère est décédée, elle m'a légué un vieux SUV dans son testament. La maison, les économies, même ses dernières paroles de bénédiction, elle les a offertes à mon frère aîné. Je m'appelle Noah Green, j'avais alors 30 ans et je vivais encore là, depuis le décès de mon père. D'une part, la maison était proche de mon lieu de travail, mais surtout, je voulais rester auprès de maman, dont la santé commençait à décliner. Pourtant, même en partageant le même toit, je ne me suis jamais senti pleinement présent lors des réunions familiales. Lucas, mon frère aîné, était toujours celui que tout le monde attendait. Il arrivait en retard, bien entendu, mais entrait avec l'assurance de celui qui possédait les lieux, vêtu d'un costume taillé sur mesure, une montre voyante au poignet, une bouteille de vin hors de prix à la main, et une confiance qui remplissait l'espace tout entier. « Maman, tu dois absolument goûter ça, édition limitée, tout droit venu de Bordeaux », lança-t-il en entrant. Maman rayonnait et le serrait dans ses bras. Quelques proches se précipitaient vers lui comme s'il était une star. Quant à moi, je sortais de la cuisine, portant encore mes gants de four, hochant la tête et adressant un sourire poli à tout le monde. Personne ne me remarquait. Ils étaient habitués à ma présence, comme on s'habitue au papier peint. Inutile de poser des questions, inutile de me présenter. Au dîner, j'ai pris ma place habituelle, au bout de la table. Lucas s'est installé en face de maman, juste sous le lustre. Pendant le repas, il parlait sans cesse des marchés financiers, des startups qui le sollicitaient, et de sa nouvelle Tesla qu'il avait achetée pour bénéficier des avantages fiscaux écologiques. À mi-repas, il leva son verre de vin et se tourna vers moi, haussant légèrement la voix. « Joyeux Noël à tous ! Il y a ceux qui réussissent, qui avancent, qui se démarquent, et puis, certains restent modestes, vivent encore chez maman et conduisent ce bon vieux SUV. Mais bon, l'essentiel, c'est d'être heureux, n'est-ce pas Noah ?» Un cousin du côté de papa laissa échapper un petit rire. Quelques regards se tournèrent vers moi, remplis d'une compassion gênée. J'ai souri en levant mon verre vers lui. Mes lèvres esquissaient un sourire, mais ma main serrait le verre comme si c'était la seule chose tangible dans cette pièce. Maman ne dit rien. Elle se contenta de passer une autre part de tarte à Lucas et lui murmura « Tu as bien grandi. Continue d'avancer, d'accord ?» Personne ne se tourna vers moi. Je vivais toujours dans cette maison, mais ce soir-là, je ne me sentais pas chez moi. J'étais comme un invité, toléré mais pas accueilli. Très jeune déjà, j'avais compris que je ne devais jamais faire de l'ombre à mon frère. Non pas parce qu'il me l'interdisait, mais à cause du regard de nos parents lorsque je faisais mieux que lui. J'avais 9 ans lorsque j'ai, par hasard, terminé premier de ma classe en mathématiques. Lucas, alors âgé de 11 ans, n'avait obtenu que la 3e place aux concours académiques de l'école. Tout excité, j'ai ramené mon certificat à la maison et l'ai tendu à maman. Elle y jeta à peine un regard avant de me dire « Ne fais pas tout un plat, concentre-toi sur la régularité, d'accord ? Ne rends pas ton frère triste. » Je n'étais qu'un enfant, mais cette phrase s'est incrustée en moi. Pas parce qu'elle était dure, mais justement parce qu'elle était dite avec tant de légèreté, qu'elle a contourné mon cœur et s'est déposée doucement au fond de moi, comme une poussière fine, silencieuse, persistante, impossible à déloger. Avec le temps, j'ai compris que l'exceptionnel était un privilège réservé à Lucas. Dans cette maison, mes réussites comptaient à condition qu'elles ne fassent pas d'ombre aux siennes. Alors, peu à peu, j'ai cessé de vouloir briller. J'ai cessé de demander plus. J'ai cessé d'espérer être davantage aimé. Cette peur est devenue un réflexe. J'ai commencé à cacher ma joie, craignant qu'elle ne devienne une épine dans le cœur de quelqu'un d'autre. Moi qui étais autrefois un petit garçon plein de vie, je suis devenu discret. À 12 ans, j'avais été sélectionné pour participer à un groupe vocal scolaire. Mon professeur avait dit que ma voix était unique. Mais j'ai refusé, prétextant que mes cours particuliers prenaient tout mon temps. La vérité, c'est que j'avais peur que Lucas l'apprenne. Peur que nos parents soient à nouveau contraints de faire semblant de ne rien voir. Les années ont passé, mais je me souviens encore de la façon dont je me sentais lorsque quelqu'un demandait « Et Noah ? Que devient-il » Maman répondait inlassablement « Il va bien. » Ce n'est pas le genre à se faire remarquer, mais c'est un bon garçon. Et c'était tout. Je n'étais jamais celui dont on parlait avec fierté. Mon nom ne venait jamais en premier lorsqu'il s'agissait de comparer ou de célébrer. J'ai appris à me faire petit dans chaque histoire. Non par rancune, mais parce qu'on m'avait enseigné que ma présence ne devait jamais dépasser ce qui est juste suffisant. Presque un an après ce dîner de Noël, après cette soirée où Lucas s'était moqué de moi devant toute la table, ma mère est partie. Elle est décédée un matin d'automne. Les médecins ont parlé d'un AVC. Elle s'est effondrée dans la cuisine, à l'endroit même où je la voyais chaque matin préparer son café,
en grommelant à propos du prix des œufs qui montait encore. C'est moi qui l'ai trouvé. Lorsque j'ai ouvert la porte, l'odeur du café flottait encore. La lumière de la cuisine était restée allumée, mais l'air y était étrangement froid. J'avais 31 ans, mais je ne me souviens pas comment j'ai réussi à appeler les secours. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir attendu dans la salle, la main tachée de café, renversée de la tasse brisée, celle qu'elle n'a jamais pu boire. Elle est partie rapidement, sans douleur. C'était tout ce que les médecins ont pu m'offrir comme consolation. 3 jours plus tard, nous avons organisé ses funérailles. Simple, comme elle l'avait souhaité, sans tracas, sans grandes effusions, sans larmes. Lucas est arrivé juste à temps pour l'enterrement. Il s'est rendu directement au cimetière dans une voiture privée, vêtu d'un manteau noir parfaitement coupé, et portait des lunettes de soleil, malgré le ciel couvert. Cela ne m'a pas étonné. C'était bien lui, Lucas, toujours prêt à faire une entrée remarquée. Un mois s'est écoulé depuis la mort de maman. Nous avons appris que l'avocat de maman souhaitait nous rencontrer pour discuter de son testament, et ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose remuer en moi, une sensation que je n'arrivais pas à nommer. Le jour où le testament fut lu, nous étions réunis dans le salon, là où maman gardait son vase de chrysanthème blanc et la pelote de laine à moitié entamée pour ses ouvrages de crochet. La pièce était silencieuse. Mon oncle James, le frère cadet de mon père, était là lui aussi. Il s'était assis à côté de moi, calmement, comme il l'avait toujours fait depuis mon enfance. Il n'avait pas besoin de parler. Sa seule présence suffisait. Lorsque tout le monde s'installa, l'avocat ouvrit son dossier et commença à lire d'une voix posée. Madame Hélène Green lègue tous ses biens, y compris la maison familiale, le compte d'épargne et ses parts dans le fonds de retraite, à son fils aîné, Monsieur Lucas Green. J'ai entendu chaque mot. Pas une seule syllabe ne m'a échappé. Sans s'arrêter, il poursuivit. Pour le reste du testament, Madame Hélène souhaite léguer à son second fils, Monsieur Noah Green, un SUV Toyota Highlander de 2008. Après cette déclaration, je ne dis rien. Aucune réaction, aucun hochement de tête, aucun signe de désaccord. Tout ce que je ressentais, c'était une impression étrange, comme si maman me jouait une mauvaise farce. J'ai regardé le fauteuil vide près de la cheminée, celui où elle s'asseyait pour tricoter des pulls d'hiver. Le même fauteuil où elle me rappelait d'ouvrir les rideaux tôt, pour laisser entrer la lumière. Cette maison, que j'avais habitée dans chaque recoin, avait désormais un nouveau propriétaire, légalement, proprement, froidement. Puis, sans prévenir, Lucas se tourna vers moi, haussa les épaules comme si tout cela allait de soi, et dit. Maman savait que je pouvais gérer. Je prendrai soin de cette maison. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que ces paroles m'avaient choqué, mais parce qu'au fond de moi, je savais depuis longtemps que cela arriverait. Je n'espérais pas recevoir davantage, j'espérais simplement, pour une fois, ne pas être celui à qui l'on laissait ce qui restait. Mais même la mort de maman n'a pas modifié la place que j'occupais dans cette maison. Dans le salon, mon oncle James resta assis à mes côtés du début à la fin, silencieux. Même lorsque l'avocat referma le dossier et se leva, il ne dit rien. Puis soudain, il se pencha en avant, regarda droit dans les yeux de l'avocat, et parla d'un ton égal, bien que son sarcasme soit difficile à ignorer. Aucun mot, même pas une ligne du genre « Désolé Noah, j'ai oublié que c'était toi qui vivais avec moi durant mes dernières années ?» Personne n'osa rire. Lucas bougea légèrement sur sa chaise, fuyant le regard de mon oncle. Ce dernier poussa un long soupir, secoua la tête, puis continua, cette fois en se tournant vers Lucas, calme mais ferme. Tu crois qu'avoir ton nom sur un bout de papier suffit à revendiquer une maison? Et tu penses que le frère qui est resté auprès de votre mère jusqu'à la fin ne mérite même pas la moitié de cette cuisine? À cet instant, Lucas s'adossa, les bras croisés, et laissa échapper un léger rire. Je n'ai rien pris. Maman a fait son choix. Elle me faisait confiance. Je ne fais que respecter ses dernières volontés. Mon oncle acquiesça lentement. Mais en se levant, il me jeta un regard et dit d'une voix stable, comme s'il me confiait à une route nouvelle. Tu n'es pas seul, Noah. Puis, il se tourna de nouveau vers Lucas, et ajouta une dernière phrase, basse mais lourde de sens. Être le préféré ne signifie pas toujours être celui qui le mérite. 2 jours après la lecture du testament, Lucas revint à la maison, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Il s'installa dans la chambre principale, déplaça le vieux bureau de papa, fit venir une équipe pour prendre des mesures de rénovation, et fit même changer la serrure du portail arrière, sans jamais me consulter. J'habitais toujours là, mais je savais que ce n'était que temporaire. Une semaine plus tard, je rentrais de chez mon oncle James. À peine avais-je franchi la porte que Lucas se tenait là, un dossier à la main. Il parla d'un ton détaché, comme s'il lisait le règlement du quartier. Voici les papiers de propriété. Je transfère tout à mon nom. Maman ne t'a rien laissé ici.
Je pense que tu devrais commencer à faire tes valises. Je le regardai 3 secondes. Je ne dis rien. Je ne demandais pas pourquoi, je ne fis aucune plaisanterie. Je ne pris même pas la peine de faire semblant d'être surpris ou blessé. Tout se déroulait exactement comme prévu. Et peut-être ne supportait-il pas mon silence, car il ajouta. C'est trop dur. J'acquiesçai. C'était tout. Je n'avais pas besoin de la semaine qu'il me proposait. J'avais déjà commencé à me préparer à partir dès la lecture du testament. Ce soir-là, j'ai rangé mes affaires dans une valise. Pas grand-chose, juste l'essentiel, mes papiers personnels, 2 livres jamais ouverts, et la trousse à outils que maman m'avait offerte pour réparer la voiture. Tout le reste, je l'ai laissé. Même la chambre que j'avais repeinte en blanc pour elle, au printemps dernier. Je pensais qu'au moins, quelque chose rendrait le départ difficile, une vieille photo, un regard en arrière, ou peut-être un objet que je ne pourrais pas abandonner. Mais il n'y avait rien. Et c'est ce vide, ce creux silencieux, qui m'a le plus frappé. Le lendemain, j'ai quitté la maison dans laquelle j'avais vécu presque 31 ans. Il avait neigé toute la nuit. Le toit de ma voiture était recouvert de poudre blanche, les arbres arqués du porche figés par le gel. Je tirai ma valise dans les escaliers, ses roues raclant la neige sèche, laissant derrière elle des traces tordues et irrégulières, froides et désordonnées, comme le rythme de mon souffle. Je suis parti d'un pas léger mais le cœur lourd. Et dans ce silence enneigé, j'ai compris que certains endroits que l'on appelait autrefois chez soi ne deviennent finalement rien de plus que l'adresse postale de quelqu'un d'autre. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur. Il a gémi doucement dans l'air blanc et pâle. Ma respiration a embué le pare-brise, fine, floue, évaporée en quelques secondes. Tout comme les souvenirs que je venais de quitter. Je ne suis pas allé loin. Mon oncle James a ouvert la porte dès mon appel. Il ne m'a pas posé beaucoup de questions. Je suppose qu'il savait déjà ce qui se passait. Il était là, chemise sortie du pantalon, tenant encore une tasse de café à moitié pleine. Il s'écarta doucement, comme si je rentrais simplement des courses. « Dieu merci, tu es là, dit-il en riant. J'ai une chambre prête pour toi. Fais comme chez toi. » J'ai roulé ma valise jusqu'à l'intérieur et l'ai laissée près de l'escalier. L'air dans sa maison semblait plus chaud que dans mes souvenirs. Pas seulement à cause du chauffage, mais chaud comme du vieux bois, du thé tiède, et le calme rassurant des hommes qui vivent seuls sans jamais être vraiment seuls. Je me suis assis sur le canapé, mon manteau encore sur le dos. Mon oncle n'a pas dit grand-chose. Il a simplement pris place en face de moi, a posé sa tasse de café et m'a dit d'une voix basse et posée. « Tu n'as rien à expliquer. » Je comprends. J'ai hoché la tête. Pas par politesse cette fois, mais parce que je n'avais réellement plus rien à dire. Le silence qui a suivi était long, mais parfaitement à sa place. Au bout d'un moment, il ajouta. Certains pensent qu'ils ont tout conservé, mais ils ont perdu ce qui comptait le plus. Je ne lui ai pas demandé de qui il parlait. Il ne m'a pas regardé. Il fixait simplement l'espace devant lui, puis continua. Tu n'as pas besoin de le dépasser. Tu n'as pas besoin de le battre. Tu as besoin de savoir qui tu es, et de pouvoir vivre avec cela. Rien que ça, c'est déjà être en avance sur la plupart des gens. Ces mots sont restés en moi. Ce soir-là, j'ai emménagé dans l'ancienne chambre du grenier. Elle contenait un vieux bureau en bois rayé près de la fenêtre, quelques affiches décollées, et une ampoule jaune qui bourdonnait faiblement. Rien là-dedans n'était neuf. Et pourtant, la pièce ne m'était pas étrangère. Même si c'était ma première nuit, j'avais l'impression qu'elle m'attendait depuis longtemps. J'ai allumé la lampe, ouvert mon ordinateur portable, consulté le plan d'investissement que j'avais commencé l'année dernière sans jamais le finir. Je me suis redressé, les mains posées sur le clavier. Je n'avais plus d'endroit où revenir. Mais j'avais encore un endroit d'où repartir. Depuis le jour où j'ai quitté cette maison, je n'ai jamais eu l'intention de me venger. Je ne cherchais pas à faire un retour en force, ni à attirer l'attention. J'avais simplement besoin de sortir de l'ombre de mon frère. Et plus important encore, j'avais besoin de vivre comme un homme ordinaire, avec le droit de diriger ma propre vie. Le jour, je travaillais dans une petite société d'études de marché. Le soir, je lisais tout ce que je pouvais sur les finances personnelles, j'étudiais les forums d'investissement et je prenais des notes sur des terrains oubliés mais pleins de potentiel discret. Je n'en parlais à personne, mais mon oncle James, lui, savait. Un soir, il entra dans ma chambre pendant que j'accrochais une carte au mur, marquant de petits points rouges éparpillés ici et là. Il tenait une bière fraîche à la main et me lança un regard léger comme une brise. À l'époque, je faisais la même chose, dit-il. Sauf qu'on n'avait pas Google Maps, juste ces vieilles cartes en papier qu'on pliait dans tous les sens, les bords tout blancs à force d'être tournés. J'ai ri. Il n'a rien ajouté, mais il avait compris. Et puis,
il a commencé à me montrer des choses qu'aucun livre ne pouvait m'apprendre. Quelques instants plus tard, il ajouta d'une voix claire et posée. Ne choisis pas les terrains trop bon marché, Noah. S'ils sont si peu chers, c'est pour une raison, personne ne veut y vivre. Regarde plutôt où les gens commencent à s'installer, pas là où l'on prétend que ça va se développer. Je me suis tourné vers lui, surpris par la justesse de ce conseil. Et c'est là que j'ai compris, il ne se contentait pas de me regarder recommencer. Il veillait silencieusement à ce que je sache comment m'y prendre. Dans les jours qui suivirent, je commençai à sortir avec lui pour visiter des terrains. Le week-end, nous partions en voiture vers les banlieues, explorant des quartiers en pleine expansion. Il ne m'enseignait pas la théorie. Il m'apprenait à lire un lieu à travers son rythme, ses habitants, et la façon dont la vie y circulait. Le premier terrain que j'ai acheté se trouvait près d'un petit parc industriel. Il était abordable, bien dans les limites de mes économies accumulées pendant 2 ans, avec une garantie de crédit offerte par mon oncle. Je pensais avoir fait le bon choix, jusqu'à ce que la ville modifie les plans d'urbanisme. Le projet d'autoroute fut reporté indéfiniment, les locataires partirent, et je perdis tout le bénéfice escompté. J'ai failli devoir vendre à perte. Ce soir-là, je me suis assis dans le jardin de mon oncle, fixant les chiffres rouges d'un tableur, le cœur lourd. Il est sorti discrètement. Je ne lui ai pas demandé combien j'avais perdu. Il s'est simplement assis à côté de moi, a allumé une cigarette et a dit « Tu viens de finir ta première vraie leçon. » Une leçon coûteuse, mais précieuse. J'ai esquissé un rire sec. Oui, coûteuse est un mot approprié. Il hocha la tête, toujours aussi calme. Il vaut mieux faire des erreurs quand on est encore fauché. À ce moment-là, elles font juste mal. Mais si tu attends d'avoir bâti quelque chose, que de l'argent réel soit en jeu, une erreur peut tout te coûter. Après cet échec, je n'ai pas abandonné. J'ai pris la leçon à cœur et j'ai commencé à voir les choses autrement. J'ai changé ma façon d'évaluer la valeur, appris à allouer mon capital avec prudence, à ne plus jamais tout miser sur une seule chose. J'ai engagé des conseillers juridiques, appris à créer des sociétés écrans, racheter des terrains à des propriétaires ayant besoin d'argent rapidement, restructurer les propriétés et les ai louées ou revendues de manière stratégique. Au bout de 3 ans, je n'étais pas riche, pas selon les standards de la plupart des gens. Mais j'avais des actifs tangibles, quelques terrains nets, 2 petites maisons de location, et une unité de logement préfabriquée entièrement occupée à la périphérie de la ville. Je vivais toujours dans la chambre du grenier chez mon oncle James. Je dînais encore à la vieille table en bois. Je changeais encore les ampoules quand elles vacillaient. Je n'avais pas besoin de déménager pour prouver que j'avais réussi. J'avais seulement besoin de me réveiller chaque matin en sachant que personne ne pouvait me dire où aller, quoi faire ou comment vivre. Et pour moi, cela signifiait que j'étais déjà allé très, très loin depuis l'ombre dans laquelle j'avais grandi. Je ne sais pas si Lucas l'a jamais remarqué. Depuis le jour où je suis parti, il ne m'a jamais appelé. Pas une fois. Aucun coup de fil, aucun message, même pas un simple « Comment vas-tu » ou « Où vis-tu maintenant ?» Peut-être qu'il n'a jamais ressenti le besoin de le savoir. Pour lui, je n'avais jamais été quelqu'un qui méritait qu'on prenne de ses nouvelles. Juste une ombre mineure traversant la lumière éblouissante de sa grande vie bien mise en scène. Pendant que j'apprenais à construire lentement, une étape à la fois, lui fonçait en avant comme si la vie était une scène réservée à un seul rôle principal. Et comme tous les premiers rôles qui insistent pour écrire eux-mêmes leur scénario, tôt ou tard, ils finissent par trébucher sur leur propre ligne. J'ai appris par une vieille amie de maman que Lucas avait commencé à investir dans l'immobilier. Il avait injecté de l'argent dans plusieurs sites en pré-développement qui n'avaient même pas encore obtenu leur autorisation de zonage. En plus de cela, il avait contracté un gros prêt pour ouvrir un café-studio artistique hybride, ce genre de concept multi-usage dont tout le monde parle dans les vidéos courtes à la mode. Je n'étais pas surpris. Lucas a toujours su bien parler, soigner son image, et surtout, dépenser de l'argent dans des choses que la plupart des gens hésitent encore à considérer comme utiles. Mon oncle James l'a appris aussi. Mais il ne m'en a pas parlé. Aucune critique, aucun commentaire, juste un silence. Celui qui te laisse tirer tes propres conclusions. Un matin de week-end bien frais, mon oncle mit une chemise habillée le genre qu'il portait rarement et se dirigea directement vers la maison de Lucas. Lucas l'accueillit avec ce sourire confiant familier, parfumé à une eau de Cologne chère, vêtu d'un polo impeccable et offrit poliment du thé. Ils s'assirent sur la véranda. L'air était calme, le vent de saison précoce effleurant les rangées soignées de plantes en pot, alignées comme tout dans la vie de Lucas, propre, élégant, peut-être un peu trop bien mis en scène. Mon oncle n'entama pas de banalité. J'ai entendu dire que tu développes tes investissements. Tu dois être bien occupé. Lucas servit le thé, toujours détendu. Tout est sous contrôle, oncle. Tu sais comment c'est. Si notre génération hésite, on perd notre chance.
Mon oncle hocha la tête, prit une petite gorgée, reposa la tasse, ses yeux dérivant vers la ligne d'arbres au fond du jardin. Laisse-moi te poser une question, dit-il calmement. Est-ce que tu fais tout cela parce que tu y crois vraiment? Ou parce que tu as peur que quelqu'un derrière toi prenne de l'avance si tu ne le fais pas? Lucas marqua une légère pause, laissa échapper un petit rire, pencha la tête et balaya la question d'un geste. J'ai mon plan. Chacun a sa manière de prouver sa valeur. Mon oncle le regarda, ses yeux calmes mais pénétrants. Quand quelqu'un fait quelque chose juste pour prouver un point, ce point-là est souvent la première chose qu'il perd. Lucas laissa échapper un rire bref, s'étira et se leva. Je comprends que tu t'inquiètes pour Noah, mais je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Ce qu'il fait, c'est son affaire. J'ai ma propre route. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Inquiète-toi pour ton chouchou. Mon oncle se leva lui aussi, épousseta sa manche, ajusta ses poignets et répondit. Oui, chacun a sa route. Mais souviens-toi, toutes les routes ne mènent pas quelque part qui en vaille la peine. Puis il tourna les talons et s'en alla, sans un mot de plus. Ce soir-là, quand mon oncle rentra, j'étais assis à la table, en train d'ajuster le plan financier pour un nouveau bien immobilier. Il posa ses clés sur la table, enleva son manteau et se servit un verre d'eau. Je ne lui ai rien demandé. Il n'a rien dit. Il s'est assis calmement, les yeux fatigués, comme quelqu'un qui venait de quitter un lieu plein de paroles mais vide d'écoute. Avant de monter à l'étage, il me lança un regard et dit simplement. Certains ne croient en eux que tant que tout autour d'eux tient encore debout. Mais quand tout commence à vaciller, c'est là qu'ils réalisent qu'ils n'avaient jamais vraiment eu quoi que ce soit de solide sur quoi s'appuyer. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de prêter attention à Lucas. De temps à autre, des nouvelles à son sujet m'arrivaient, légères comme une brise froide, distante, insignifiante. Pas digne qu'on s'y attarde. Mais un matin, j'ai reçu un court message de Madame Linda, une vieille amie de maman qui vivait autrefois près de notre ancienne maison. Est-ce que Lucas va bien? J'ai vu quelqu'un d'autre conduire sa voiture dernièrement, et cette belle moto qu'il avait. On dirait qu'elle est en vente dans le groupe du quartier. Je suis resté à fixer le message un long moment, puis j'ai simplement répondu. Merci. Peu après, j'ai vu l'adresse de l'ancienne maison de maman, celle où j'avais vécu, celle dont on m'avait chassé, apparaître dans la section vente urgente d'un site interne d'agence immobilière. L'annonce disait. Vente directe propriétaire. Dossier clair. Idéal pour rénovation ou location immédiate. Prix négociable pour acheteurs sérieux. Je n'étais pas surpris. Tout se déroulait presque exactement comme mon oncle James me l'avait un jour prédit. Lucas avait hypothéqué la maison pour financer ses investissements, et maintenant, c'était à cette maison de payer le prix de l'illusion des chiffres qu'il croyait autrefois suffisants pour le propulser. J'ai transféré l'annonce à l'équipe juridique de mon entreprise. 3 jours plus tard, une offre a été soumise, via l'une de mes sociétés filiales. Aucun nom, aucun lien personnel. Nous n'avons pas négocié. Personne ne m'a demandé pourquoi le bien était en vente. Nous avons payé rapidement. Je n'avais pas besoin d'une bonne affaire. J'avais simplement besoin de reprendre ce qui m'avait été enlevé. 1 mois plus tard, tous les documents étaient finalisés. La maison était désormais officiellement mienne, au nom d'une entreprise que j'avais moi-même bâtie. Lucas y vivait encore, mais il n'en était plus le propriétaire. Selon le contrat. Le propriétaire actuel n'a pas l'intention d'occuper les lieux pour le moment et autorise temporairement l'occupant précédent à y demeurer, dans le cadre d'un bail commercial à court terme. Je n'ai jamais fait d'annonce officielle. Tout a été géré par une société de courtage tierce. Le contrat était clair, les conditions précises. Rien à contester. Lucas a continué à vivre dans cette maison comme si rien n'avait changé. Chaque matin, il sortait par le portail principal, chemise repassée, mallette en cuir à la main, sourire poli aux lèvres. Il passait encore au même café, saluait les voisins, parlait de projets en restructuration de capital, disait-il à ses connaissances. Il affirmait louer temporairement certains biens pour garder la trésorerie fluide. Il entretenait l'image. Et peut-être croyait-il que cette seule image suffisait à le maintenir à flot. Cette maison, celle dont il m'avait un jour chassé, était désormais l'endroit où il vivait au quotidien, sans savoir qu'il payait un loyer à son propre frère, celui qu'il considérait autrefois comme un poids. Je n'avais pas besoin qu'il le sache. Je n'étais pas là pour le confronter ni pour me venger. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de garder la juste distance. Certains doivent tout perdre pour enfin comprendre. D'autres continuent à s'enfoncer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à quoi s'accrocher. 6 mois s'étaient écoulés depuis le transfert de la maison à mon entreprise. Lucas y vivait encore, maintenant l'illusion d'un contrôle total. Jusqu'au jour où la première fissure apparut. Et c'est là que j'ai pris ma décision. 1 mois, le loyer arriva en retard.
Puis un deuxième mois. Le bureau de gestion envoya des rappels par courriel. Aucune réponse. Les messages étaient lus, mais restaient sans suite. Je ne dis rien. J'ai simplement émis une directive. Activer la clause de manquement à avis de paiement ou expulsion. L'avis fut remis en main propre à Lucas, avec accusé de réception. Le message était clair. Vous avez violé les conditions de paiement pendant 2 cycles consécutifs. Veuillez régler la totalité de la somme due, y compris les frais de retard, dans un délai de 10 jours à compter de la date de cet avis. À défaut, le contrat de bail sera résilié. Le 9e jour, aucun paiement n'était enregistré. Le 10e jour, le système émit l'étape suivante. Avis de résiliation de bail. Le bail prendrait officiellement fin 14 jours après la remise du document. Lucas ne répondit toujours pas. Aucun appel. Aucun email. Pas un mot d'explication. Je comprenais. Je pouvais deviner ce qu'il pensait. Peut-être qu'il comptait attendre, en espérant que le nouveau propriétaire cède, car avec quelqu'un comme Lucas, chaque problème pouvait être repoussé grâce à un sourire soigné et des excuses bien formulées. Mais cette fois, il ne restait plus personne à convaincre. Le 15e jour, la société représentante émit un avis d'expulsion formel. Demande de quitter les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la fin du bail. L'avis fut collé à la porte d'entrée, une copie envoyée par courrier recommandé, et une version numérique transmise par courriel avec accusé de lecture. J'ai reçu le rapport récapitulatif par notre système interne. Je l'ai ouvert, lu, puis cliqué sur Terminer. Je ne suis pas passé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas cherché à savoir si Lucas avait commencé à faire ses valises. Je n'avais pas besoin de le voir inventer des excuses. Je n'avais pas besoin d'entendre une seule explication. Il y a plus de 4 ans, j'avais été expulsé de cette même maison, un matin d'hiver. Sans choix. Personne pour me dire au revoir. Juste le claquement d'une porte derrière moi, et le crissement de mes pas dans la neige. Aujourd'hui, je faisais la même chose. Pas par colère. Pas par vengeance. Mais selon les règles. Selon les termes du contrat. Selon les mots exacts qu'il avait signés en pensant qu'il ne serait jamais celui à perdre. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me blesse comme autrefois. Tout ce que je voulais, c'était que tout soit clair. Encre noire. Papier blanc. C'est tout. Ce soir-là, la neige commença à tomber tôt. De légers flocons réguliers, comme si quelqu'un saupoudrait du sel sur les toits. Les rues étaient silencieuses. Même la lumière jaune et chaude des fenêtres paraissait plus terne que d'habitude. Froid, mais pas mordant. Juste assez pour faire chanceler une personne si elle marchait seule. Je finis tard au travail. Sur le chemin du retour, je longeais une vieille rue. Celle où se trouvait la maison de maman. Celle qui avait été la sienne, et qui maintenant était la mienne. Je n'avais pas prévu de m'arrêter, mais en approchant du virage, mon pied se relâcha sur l'accélérateur. La voiture ralentit doucement, s'arrêtant devant le trottoir, de l'autre côté de la rue. Les phares restèrent allumés. J'éteignis la musique, laissai tourner le moteur, et c'est alors que je le vis. Lucas. Il traînait des cartons depuis le Porsche. Un bonnet tiré bas sur le front, les gants trempés. À mi-chemin, il se pencha pour soulever une grosse valise. Sa veste était foncée par la neige accrochée dans son dos. Ses pas lourds marquaient le chemin couvert de blanc. Personne ne l'aidait. Aucun bruit ne venait de l'intérieur de la maison. Seulement le léger clic de la poignée de la voiture lorsqu'il ouvrit le coffre. Je le vis se pencher, pousser un 3e sac sur la banquette arrière, puis se redresser, la poitrine haletante, sa respiration formant des nuages dans l'air glacé, comme si tout le poids du monde venait de s'abattre sur lui d'un seul coup. Il y a 4 ans, j'avais été là moi aussi. Sous ce même Porsche. Mais c'était un matin d'hiver. La différence, c'est qu'à l'époque, je m'étais enfui dans un vieux SUV, toute ma vie entassée à l'arrière. Et aujourd'hui, j'étais assis là, vitres fermées, chauffage allumé, et c'était lui qui partait. Je ne suis pas descendu. Je suis resté en silence. Comme le dernier spectateur d'une pièce de théâtre où l'acteur principal aurait oublié de baisser le rideau. Après avoir chargé ses dernières affaires, Lucas claqua le coffre, ajusta son manteau et regarda la maison pendant exactement 3 secondes. Dans ses yeux, il y avait une lueur. Un regret profond, indéniable. Puis il monta dans sa voiture, démarra le moteur. Ses feux arrière projetèrent une faible lueur rouge sur la neige avant de disparaître lentement dans le virage. Le même virage où moi aussi, un jour, j'avais disparu de la vue de tous. Je restais là un instant encore, les mains posées sur le volant. Certaines choses, il suffit de les revoir une fois, une dernière, pour comprendre jusqu'où l'on est allé. Et pour être sûr, cette fois,
que c'est bien toi qui es assis dans la voiture. Pas celui qu'on laisse derrière. Une semaine après le départ de Lucas, je suis revenu m'installer dans la maison qui avait toujours été la mienne. Personne ne le savait. À part l'oncle James. Il n'était pas surpris. Il n'a pas essayé de me dissuader. Il m'a simplement regardé, puis a dit doucement. Si tu reviens cette fois, ne vis pas comme un invité. J'ai hoché la tête. Cette maison avait autrefois appartenu à maman. Puis, un temps, à Lucas. Maintenant, personne ne l'appelait plus par son nom, et elle n'en avait plus besoin. Je vivais comme n'importe qui d'autre. Je partais travailler le matin, je rentrais le soir, j'arrosais les plantes du porche chaque week-end. Mais le silence, le vrai silence, ne dure que jusqu'à ce que quelqu'un décide enfin de le nommer. Un après-midi de week-end, Madame Martha, la voisine âgée, s'est arrêtée avec un sac d'oranges. Noah, dit-elle. Je viens de voir Lucas passer. Il s'est arrêté pour poser quelques questions. Il pensait que la maison avait été vendue à quelqu'un d'autre. J'ai accidentellement mentionné que tu étais revenu vivre ici. Tu aurais dû voir son visage. Il s'est figé. J'ai esquissé un petit sourire. Ce n'est rien, Emma Martha. Mais au fond, je savais que certaines personnes ne peuvent pas laisser le passé derrière elles. Et comme je m'y attendais, 3 jours plus tard, Lucas se présenta, après une série de sonneries impatientes. J'ouvris la porte et le vis, chemise blanche, cravate grise, chaussures sombres encore mouillées par la pluie. Il afficha un faible sourire et parla avec ce ton poli, artificiel, celui qu'il réservait habituellement aux réunions clients. Je ne suis pas surpris. Les voisins m'ont tout dit. Je ne répondis pas. Il enchaîna immédiatement. Impressionnant. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Mais bon, je ne suis pas là pour discuter. Ne voulant pas poursuivre cette conversation dehors, je m'écartai pour le laisser entrer. Nous nous sommes assis face à face dans le salon. 2 tasses de café sur la table. Je n'ai rien proposé. Il n'a pas bu. Lucas regarda autour de lui, puis baissa la tête, sa voix s'adoucissant. Je n'ai plus rien, Noah. Je sais que ce n'était pas parfait. Égoïste, irréfléchi. Mais si tu es la dernière personne de cette famille encore disposée à m'écouter, je te demande juste une chance. Une toute petite pièce. Un coin. Moins de 3 secondes passèrent avant que je croise son regard. Ma voix calme, mais ferme. Non. Lucas leva les yeux, stupéfait, comme s'il n'avait pas bien entendu. Tu me détestes à ce point. Je secouai la tête. Je ne te déteste pas. Mais je ne te dois rien non plus. À cet instant, son sourire s'effaça. Il baissa de nouveau les yeux, parlant plus bas. C'est moi qui portais cette famille, Noah. Maman m'a choisi. Et toi, tu vis ici comme si tu n'avais jamais été rejeté. Je restai figé une seconde, les poings serrés, puis je me relâchai lentement. La violence ne réparait rien. Alors j'ai répondu clairement, délibérément. Tu as raison. Moi aussi, on m'a chassé de cette maison, une nuit glaciale. Mais aujourd'hui, c'est moi qui choisis. Et je choisis de ne pas répéter tes erreurs. Lucas plissa les yeux, se dirigea lentement vers la fenêtre, les mains dans les poches. Tu crois avoir gagné, hein? Juste parce que ton nom figure sur quelques papiers. Tu restes le petit frère silencieux, meilleur pour cacher ses griffes. Je ne dis rien. Il se retourna, n'implorait plus. En vérité, je pensais que tu valais mieux que ça. Mais tu gagnes comme seuls les perdants savent gagner, en renversant le scénario. Toujours sans réponse de ma part, je fixai un point précis, entre ses sourcils. Il s'approcha. Tu crois pouvoir vivre ici pendant que je rampe là dehors, et que personne ne dira un mot? Crois-moi, Noah, je vais m'assurer que toute la famille te regarde autrement. Je le regardai droit dans les yeux, sans fléchir. Alors fais-le. Lucas pinça les lèvres, le regard glacé, puis laissa échapper un rire sec. Merci, dit-il. Tu viens de me donner tout le carburant qu'il me fallait. Il tourna les talons, marcha jusqu'à la porte et la claqua en sortant. Ce soir-là, le clip apparut en ligne. Un peu plus d'1 minute. Lucas, la tête baissée, la voix étranglée par l'émotion. Tu es la dernière personne en qui j'ai encore confiance. J'ai tout gâché. Mais pourrais-tu me donner une seule chance? Puis ma voix, nette, ferme, glaciale. Non. La vidéo se termina sur une musique triste, un éclairage tamisé, et une légende dramatique. Un frère aîné perd tout. Il demande à rester auprès de son petit frère. Et voici la réponse qu'il reçoit. La réaction du public fut explosive. Ça reste ton frère, à la fin de la journée.
Il voulait juste un endroit où dormir. Devenu riche, mais le cœur perdu. Après que le clip soit devenu viral, je n'ai rien dit. Pas de longue publication. Aucun démenti point par point. Et surtout, je n'étais plus le même Noah d'autrefois. Celui qui se taisait, qu'on oubliait facilement. J'ai posté une autre vidéo. Sans musique. Sans légende. Juste des images brutes de la caméra de surveillance du salon. Le début identique à la version de Lucas. Mais ensuite, la vérité. Les insultes. Les menaces à peine voilées. Le sourire moqueur. Mot pour mot. Seconde par seconde. Clair, non monté, indéniable. Aucun effet. Aucune coupe. Aucun drame. Juste les faits. Peut-être qu'il n'avait jamais su que la première chose que j'avais faite en revenant vivre ici, c'était d'installer discrètement une caméra haute définition. Non pas pour piéger quelqu'un, mais pour protéger tout ce que j'avais appris à bâtir. Et tout ce que je refusais de perdre à nouveau. La vidéo originale disparut en moins de 48 heures. Le compte de Lucas désactiva les commentaires. Puis la publication s'évapora. Les proches se turent. Ceux qui l'avaient défendu disparurent aussi vite. Quelques-uns m'envoyèrent un message. Certains présentèrent des excuses. D'autres envoyèrent juste un emoji main jointe. Je n'ai répondu à aucun. Je n'en avais pas besoin. Parce que la vérité, lorsqu'elle est complète, se tient toute seule. 2 semaines plus tard, j'ai appris que Lucas avait vendu sa dernière voiture. Il ne lui restait plus rien. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai pris une décision. Je lui ai envoyé le vieux SUV et le modèle 2008, la seule chose que maman m'avait laissée dans son testament. À l'époque, je l'avais accepté comme un lot de consolation. Mais au fil des années, c'est devenu la seule constante à mes côtés, pendant les recherches d'emploi, les déménagements, les matins glacials, seul dans la voiture, la buée sur le pare-brise. Une fois, j'avais dit à l'oncle James. Si on pouvait ranger ses souvenirs dans un objet unique, alors cette voiture contient presque toute ma vie, depuis le jour où je n'avais plus de chez moi. Il n'avait pas ri. Il avait juste posé une main sur le volant, hoché la tête doucement et dit. Alors protège-la. Et, le moment venu, laisse-la rappeler à la bonne personne ce qu'elle a choisi d'oublier. Je n'ai pas revu Lucas. Je ne lui ai pas apporté la voiture. J'ai mandaté un service de livraison pour tout gérer, le véhicule, les papiers, et une enveloppe. À l'intérieur, aucun argent. Aucune longue lettre. Juste une feuille pliée, écrite à la main, à l'encre bleue. Le jour où tu m'as chassé, j'ai quitté cette maison avec cette voiture. C'était mon point de départ. Maintenant, c'est le tien. Je n'attendais pas de réponse. Je ne savais pas s'il lirait avec attention ou non. Je ne cherchais pas de remerciement. Et je n'attendais aucune excuse. Parce qu'aujourd'hui, je comprenais. Certaines personnes ne sont pas destinées à parcourir le reste du chemin avec toi. Et le pardon, parfois, ce n'est pas ouvrir son cœur. C'est enfin refermer la porte. Ce soir-là, je suis monté au grenier. J'ai fouillé dans quelques-unes des vieilles boîtes de maman. Dans une boîte en carton jauni, j'ai retrouvé une photo de famille. Prise il y a plus de 20 ans. Mes parents, Lucas, et moi. Le plus jeune, debout tout au bord du cadre, un demi-sourire sur le visage, le regard légèrement détourné de l'objectif. J'ai soufflé la fine couche de poussière, et j'ai essuyé le cadre avec ma manche. La petite fissure dans le coin inférieur était toujours là. Je l'ai laissée telle quelle. Pas de ruban adhésif. Pas de nouveau cadre. Je l'ai accroché au bout du couloir, là où maman gardait autrefois son calendrier catholique de bureau. Pas avec cérémonie. Pas avec révérence. Mais pour garder une partie de moi-même. Non pas pour rappeler à quelqu'un ce qui était juste ou faux. Mais pour me rappeler que j'avais traversé tout cela. Et que je suis encore là. Et avant de clore cette histoire, je veux vous poser une question, chers auditeurs. Que feriez-vous si, un jour, la personne qui vous a autrefois rabaissé revenait, suppliant pour rester sous le toit, que vous avez reconstruit à partir des décombres? Et le pardon doit-il toujours s'accompagner d'une poignée de main? Ou bien partir en silence est-il parfois une réponse suffisamment forte? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment avoir votre point de vue. Et si cette histoire vous a rappelé vous-même? Ou la personne que vous étiez autrefois? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sincères, bruts et authentiques. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et on se retrouve dans l'histoire suivante.